Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, alors déjà merci parce que moi, j'ai longtemps hésité à faire une thèse parce que j'avais peur en fait de rester coincée dans un milieu académique qui parfois peut faire aussi peur parce on est, je sais pas, on est confronté à, voilà, à donner des cours, à avoir beaucoup de responsabilités. Le fait qu'il y ait des ponts avec le privé aujourd'hui, enfin, qu'il y ait des choses qui se mettent en place, ça, enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de positif, de pouvoir se dire, bah, en fait, oui, je peux prendre euh, enfin, je peux faire ce choix-là, mais c'est pas un contrat signé à vie. Je peux toujours, si j'ai l'opportunité de changer, je pourrais toujours le faire. Alors, ça dépend. Donc, bon, moi, je représente ici plutôt le côté sciences humaines et sociales. Donc, je n'ai pas un profil technique. Je n'ai pas une formation en informatique ou un traitement automatique. Donc, j'imagine que voilà, pour ce profil-là, c'est parfois aussi plus compliqué d'aller vers le privé. Genre, moi, en tout cas, l'idée que j'ai, c'est, enfin, est-ce qu'un linguiste, il a sa place dans une... Enfin, je le formule un peu comme ça, mais est-ce qu'il y a des opportunités réellement? Et enfin, là, bon, je commence à faire un peu la transition vers la dernière thématique, et c'était un peu autre. Euh, donc, bon, déjà, cette première question, et puis voilà, on avait mis l'interdisciplinarité. Moi qui ai peur de rester coincée dans quelque chose, je fais une thèse interdisciplinaire. Et là aussi, des fois, enfin, c'est bien, mais c'est aussi moins bien parce que ça peut donner aussi l'impression de ne d'être ni ça, enfin, ni spécialiste dans un domaine, ni dans l'autre. Donc, voilà, je vous donne la parole. La question qui est effectivement plutôt pour moi, puisqu'il paraît que je suis linguiste de formation, effectivement, il y a une expression en français qui dit être assis le cul entre deux chaises. Et c'est ça, j'ai été assis le cul entre deux chaises pendant longtemps. Et j'ai fini par trouver une position, je suis assez souple, alors j'ai fini par trouver une espèce de position, je suis souvent assise en tailleur à mon bureau, et ça fait rire mes collègues. C'est un peu ça, c'est un peu cette métaphore-là, effectivement. On me reprochait, mes collègues informaticiens, je ne vise personne dans la salle que je connais déjà, hein, rassurez-vous, me reprochaient de ne pas être suffisamment script, machine et écran noir avec une police de caractère vert fluo. Bon, effectivement, j'ai des écrans de terminaux qui sont beiges parce que c'est mieux pour mes yeux, mais je les ouvre quand même. Et à côté de ça, j'ai presque eu plus de problèmes de l'autre côté, c'est-à-dire que côté sciences humaines, c'est oui, tu touches aux technologies. Alors, c'était grave. Ça l'est de moins en moins. Et ce qui est sympathique aujourd'hui, c'est que c'est un atout pour moi pour vendre ce que je fais dans les boîtes. Et j'insiste beaucoup pour embaucher des gens comme moi et qui peuvent faire le lien. Alors, il y a des métiers aujourd'hui qu'on avait peut-être moins quand j'ai démarré, comme product owner, product designer, enfin des trucs autour du produit dans les boîtes, qui ont besoin de linguistes, par exemple. Parce que les utilisateurs finaux ont une façon de s'exprimer, une façon de demander, des retours à faire, et le linguiste est efficace à ce moment-là aussi, dans les enquêtes clients. Il y a énormément de moments clés autour des données. Alors, j'ai souvent dit, parce que pareil, dans les boîtes, on me dit, ouais, mais par exemple, ça sert à rien d'être traducteur. Je pensais à toi l'autre jour, Laurent. Ça sert à rien d'être traducteur, c'est un métier qui va mourir. Entre DeepL et tout ce qu'on voit aujourd'hui avec la techno, vous mettez un traducteur automatique, youpi. Sauf que même dans des boîtes techno, on bosse avec des traducteurs, des vrais, qui parlent plusieurs langues, et on se retrouve à travailler tous ensemble en amont et en aval des systèmes. Donc en amont pour préparer les données, avoir une idée de qu'est-ce que va être le produit, quels sont les utilisateurs finaux, comment on va les traiter, qu'est-ce qu'ils veulent, enfin, essayer de faire ce chemin-là. Et puis on aval aussi beaucoup pour évaluer, il ne faut pas du tout oublier la question de l'évaluation. Alors, des métiers comme autour de la linguistique nous permettent d'avoir les compétences pour proposer des programmes d'évaluation. Je pensais à toi aussi, Martine, sur la gravité des systèmes d'erreur. C'est quelque chose qui aujourd'hui ne se vit pas
tel que dans les boîtes, mais qui est fait au quotidien. Donc concrètement, oui, c'est plus au cœur enfin c'est plus le système reste au milieu et puis on est en amont, en aval, on tourne autour et puis on lui ouvre des fois le couvercle et ça se passe très bien. Moi, c'est juste pour dire que la question que tu as posée, quand j'enseignais au master IDL, donc industrie des langues grenoblois, la plupart des étudiants se posaient exactement la même. Et la réponse qu'on peut faire, c'est que si ton but dans la vie, c'est d'aller bosser comme chercheur chez DeepMind pour faire des LLM, ouais, peut-être que c'est pas le bon profil, effectivement. Mais en fait, ça, c'est juste un petit pourcentage des choses qui peuvent être faites dans ce domaine-là, qui par ailleurs est de façon enfin, implicitement pluridisciplinaire, hein, le traitement de langage naturel et le traitement de la parole. Donc, moi, je peux juste répondre en regardant en fait où travaillent les personnes qui ont fait ce master industrie des langues, qui sont loin d'être tous enseignants-chercheurs. Beaucoup travaillent dans le privé, chez Orange, chez d'autres. Donc il y a la place, mais il faut savoir quels sont les points forts qu'on a, ce qu'on sait faire. Et aussi, faut, faut être prêt à rebondir et pas avoir peur aussi de la techno et de la programmation. En fait, c'est facile la programmation. C'est plus compliqué de lire des papiers un peu pointus en linguistique ou sur d'autres trucs. À côté de ça, la programmation, c'est facile. Voilà. Ouais, en fait, moi, j'allais dire ça, en fait, qui est qu'on vit un moment où, au contraire, je crois qu'on n'a jamais eu besoin autant de gens qui se posent des questions fondamentales sur ce qu'est la parole et ce que c'est la communication parlée. Le problème aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où il fallait se débrouiller avec des modèles compliqués, il fallait dériver des équations, etc. C'est même un temps où la plupart de vous, en fait, ouvrez un environnement de programmation de deep learning. Et en fait, on ne fait pas d'IA sans données, en fait. Et aujourd'hui, et plus que jamais, que ce soit dans l'éval ou que ce soit que ce qu'on met dans ces modèles-là, en fait, on a besoin de gens qui connaissent l'objet parole. Voilà. Et ça, pour moi, c'est ce qui c'est. Enfin, donc, ce qu'on n'a pas besoin, par contre, c'est des gens qui ne savent pas communiquer avec les gens qui vont faire les modèles. Ça, c'est difficile. Voilà. Mais par contre, des gens qui savent faire les deux, ça, donc, j'ai un peu l'impression que voilà, faut pas se sentir euh, enfermé, enfin voilà, dans un truc. Au contraire, quoi. Voilà. Oui, je pense qu'il y a des métiers. Après, il faut aussi, c'est vrai que on recrute jamais des linguistes à part à l'université. C'est jamais marqué. Il n'y a jamais une fiche de poste où on met je cherche un linguiste. Ça n'existe pas, enfin, ou très très peu. Par contre, en fait, il y a énormément d'endroits où en fait, ce qu'ils veulent, c'est des compétences qu'on a quand on est linguiste. Donc, il y a des choses. Par contre, ce n'est pas indiqué tel quel, la plupart du temps, parce que pour une entreprise privée, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un linguiste? Ce n'est pas toujours clair. Bon, ce n'est pas toujours clair pour les linguistes non plus. Hein, donc, c'est pas. Voilà. Non, mais voilà, entre quelqu'un qui va un structuraliste en syntaxe, quelqu'un qui est travaillé en psycholinguistique ou un sociolingue, on ne fait pas tous la même chose, même si on est sous la même étiquette. Donc, voilà. Mais il y a des choses. Et puis, je reviens sur cette notion-là. Je pense que l'interdisciplinarité, là où je trouve qu'elle est intéressante, c'est qu'elle permet de parler entre des gens. Et c'est hyper important parce que les informaticiens ne comprennent pas toujours le langage. Moi, j'ai souvenir de GEP où, avec Juliette, c'était en 2008, c'était à Avignon, c'était il y a longtemps. Mais il y a quelqu'un qui avait fait un très très joli poster. Son modèle marchait vachement bien. Et Juliette, donc une collègue, avait posé la question en disant mais est-ce que tu as remarqué que tu avais beaucoup de nasales? Et en fait, l'informaticien ne savait pas ce que c'était qu'une nasale. Et quand même, quand on regardait les données, nous, ce qui nous sautait aux yeux, c'est qu'il y avait quand même une proportion nasale vachement importante dans tous les exemples qui donnaient qui marchaient vachement bien et que peut-être il y avait peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc voilà, il y a besoin des deux. Et puis, il y a besoin de gens dans les informaticiens qui aient fait des deux et qui soient capables de dire qu'ils en ont besoin. Donc, je vais reprendre Juliette, qui est une des anciennes du Master IDL, qui est partie faire plein d'autres choses dans des métiers, dans des endroits où on n'a même pas le droit de savoir où elle travaille.
mais qui notamment a travaillé au LNE, donc au laboratoire national d'essai, et qui travaille sur les métriques notamment. Et ben en fait, c'est une fois qu'elle est arrivée là-bas, c'est elle qui a imposé le fait d'embaucher des linguistes à côté des informaticiens pour dire si on veut pouvoir avoir des métriques, il faut qu'on ait des gens qui connaissent les données et qui soient capables d'analyser les données d'entrée et les données de sortie, autre que juste de faire tourner la machine. Et donc, je pense que ça va aussi être le rôle des gens, enfin voilà, de vous tous et puis de tous les gens qui sont là, de dire, en fait, on a besoin des deux. On a besoin de gens qui sont très pointus en programmation. On va avoir besoin de gens qui sont plus pointus en linguistique et on a besoin que ces gens soient capables de se parler. J'en profite aussi pour dire que la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, c'est aussi un peu le but des RJCP et même des GEP quelque part. Mais bon, pour les GEP, je ne peux pas parler personnellement. Mais pour les RJCP, notre objectif aussi, c'est de tous se réunir. Alors, on ne peut pas forcément être parfait là-dessus, mais aussi d'apprendre un peu plus de chacune des disciplines. Parce qu'on parle tous de la parole, du langage, mais pas de la même manière. Et c'est un moment aussi où on peut un peu plus échanger. Enfin, à mon humble avis, c'est une des forces des RJCP. C'est aussi pour ça que c'est très important de venir. De temps en temps, les informaticiens ne comprennent pas, mais moi-même étant informaticien, mais ça, c'est autre chose. Bref, moi, j'ai une question, par contre, plus pour Carole, là. Mais en fait, ça peut être un peu pour tout le monde aussi. C'est la question de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, quand on est docteur, est-ce que c'est plus facile d'entreprendre? Est-ce qu'on est plus facilement pris au sérieux? Est-ce que c'est un statut qui nous est offert? En tant qu'universitaire, si on va avoir des projets avec des startups, avec des entrepreneurs, est-ce que s'ils sont docteurs, c'est mieux parce qu'ils ont une façon de penser qui est plus facile pour la discussion, notamment. Ils connaissent les problématiques de la recherche, ils savent que c'est pas magique, par exemple. Euh, et, euh, et puis, au contrario, en fait, c'est quand on monte son projet et qu'on est docteur, est-ce que, voilà, pour faire des levées de fonds, pour aller, peut-être on a aussi des compétences orales qui sont plus développées parfois, ou écrites. Voilà. Est-ce que ça a un avantage pour entreprendre d'être docteur? J'ai quitté certaines startups parce que j'aimais pas qu'on sorte le docteur. Je bossais à la R&D, on était 3 docteurs. Alors ça va être facile de savoir où. Et les 2 autres ne voulaient pas sortir. C'était derrière leur machine, des informaticiens, des vrais, ils ne voulaient pas sortir. Alors, comme en plus je suis une fille, il y a un côté, madame va bien présenter son truc. Et donc on prend le docteur, on le sort de son petit bureau, et puis on le met dans une pièce où il doit causer de ce qu'il sait faire. Alors, c'est pas un problème pour moi, je fais des cours, j'ai été dans des établissements scolaires avec des 6e. Qui sont infiniment moins conquis à votre cause que ne peut l'être un COMEX ou même un COMEX. Hein. Honnêtement, je préfère un COMEX qu'une classe de 6e. Et Dieu sait que pourtant, j'aime bien mes 6e. Mais voilà, il y a un rapport à l'écoute et au temps donné et à ce qu'on raconte qui n'est pas tout à fait le même. Même si dans les COMEX, ils ont leur portable sur le truc et que ça m'énerve et que de temps en temps, je fais des plaisanteries pour les rappeler à ma parole. Mais ça, c'est moi. Et je suis partie aussi parce que j'aimais pas qu'on me sorte en mode objet de foire, tu vois. Bonjour, j'ai un doctorat. Oui, mais je signe pas d'ordonnance, donc ne venez pas. Voilà. Et en même temps, aujourd'hui, pour Script Conseil, donc pour ma boîte, c'est un avantage parce qu'il y a ce côté, et c'est ce qu'elle dit, son expertise et son expérience liée à la thèse fait qu'elle a appris à s'organiser toute seule comme une grande et que donc on peut lui confier un projet. Donc en tant qu'entrepreneur, moi, c'est plutôt chouette pour moi. Quand je bossais dans une boîte, je trouvais ça plutôt plus pénible, mais c'est aussi, comme le disait Laurent tout à l'heure, peut-être un effet de la boîte de vouloir sortir ses docteurs dans certaines occasions pour convaincre les clients. Vous voyez, on sait ce qu'on fait et on sait ce que c'est que le produit puisqu'on a des docteurs qui le disent avec nous. Donc voilà, ça reste lié à l'expérience et lié à des cas particuliers, mais c'est plutôt bien vu. Aujourd'hui, les levées de fonds se font. Dans les levées de fonds, les startups présentent leur personnel et sont ravis d'avoir et des ingénieurs et des docteurs. C'est pas du tout un frein. Non, juste
En fait, être docteur aussi, c'est des compétences au-delà de l'expertise scientifique sur un domaine précis. Et par exemple, j'imagine quand on est entrepreneur, on est amené à répondre à des appels d'offres, essayer de trouver des fonds, etc. Et les compétences de communication à l'écrit et à l'oral sont hyper importantes. Et ça, on s'en rend pas compte quand on fait un doctorat, mais c'est des compétences qu'on obtient qui sont hyper importantes. Après, juste, j'ai aussi l'impression qu'il y a le climat français, le climat international, le contexte qui change. Je pense que malheureusement, en France, on reste quand même dans un système où je pense que ça ne m'étonnerait pas que si on va demander des sous, on regarde très très bien l'école où on a fait, on reste ça, etc. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont du mal à se rentrer dans la caboche que un docteur en sciences du langage ou qui a fait un modèle de deep vaut mieux qu'un centralien quoi, qui sort de son école. J'ai rien contre les centraliens, il y en a dans la salle, mais je veux dire, voilà, ce truc-là, alors qu'à l'étranger, généralement, où je pense que si on fait n'importe quelle audition, même de code interview chez un GAFAM, on existe quand même. Enfin, je veux dire, l'expérience du doctorat, elle est quand même beaucoup plus vue. Voilà. Mais je pense que les choses changent. Hein. En tout cas, on a l'impression que les pouvoirs publics, ils essayent de mettre en place des choses pour que les choses changent. Mais après, voilà, ça reste malheureusement, je trouve, encore pas assez développé, alors que enfin, moi, j'ai l'impression que je peux presque dire au bout de quelques minutes d'interview si la personne elle a fait une thèse ou pas, parce que ça, je trouve que ça se voit quand même. Enfin, je veux dire, c'est voilà, des compétences qui sont vraiment. La perspective d'une entreprise publique pour le grand asset de l'agriculture et l'intrapreneuriat. Justement, l'auteur de dire j'ai eu cette thèse. On sait tous, vous allez tous savoir bientôt, au bout de 45 minutes, il y a une flamme qui apparaît à la fin derrière la salle, et ça y est, une question qui fait. Moi, j'ai. Justement, c'était César, mais start-upper. Et franchement, ça te fait peur. Et je me dis, mais profite, elle est chouette cette journée. J'en garde très bien souvenir. Et à la fin des 45 minutes, flamme qui apparaît, c'est fini. Et questions, c'est chouette. Mais il faut savoir le défendre. Ok, alors, on a dépassé un peu le temps. C'est pour ça que je ne rebondis pas, parce que j'ai tout le temps envie de rebondir et de poser d'autres questions. Mais je me restreins énormément. Je pense que c'est pareil pour toi, Tricia. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'avais une question assez générale pour savoir où étaient publiées les offres d'emploi, parce que j'ai l'impression que le milieu des startups, c'est un tout petit milieu et que quand on n'a pas les contacts pour rentrer dans ce milieu, j'ai l'impression que c'est compliqué de savoir par où s'y prendre. Donc, où sont publiées les offres d'emploi dans le privé? Et aussi, même question pour le public, du coup, comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il y a un poste de maître de conférence qui va s'ouvrir dans tel secteur, etc. Et ma dernière question, deuxième question, c'est est-ce que vous avez des conseils pour faire du networking, pour entretenir son réseau? Parce que j'ai l'impression que c'est hyper important, mais moi, je suis toujours un petit peu gênée de faire du networking parce que j'ai l'impression que c'est des relations assez superficielles où en plus on attend quelque chose de l'autre, on attend qu'il nous donne une opportunité professionnelle ou quoi, et que ça biaise un petit peu les relations humaines. Voilà. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé du réseautage. Donc, je suis arrivé dans le privé il y a 3 ans et les collègues étaient horrifiés que je n'ai pas de compte LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est quand même le truc de base qu'il faut avoir. J'en ai toujours pas. J'en ai toujours pas, mais c'est vraiment dans le privé. Je pense que c'est le truc à avoir. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Effectivement, alors oui, non, effectivement, le compte LinkedIn, je m'étais fait quand j'ai décidé de commencer, parce que je suis partie des startups en ayant marre et en suivant monsieur dans les montagnes.
Donc, je suis arrivée au milieu des marmottes. C'est sympa, les marmottes, mais pour le réseautage, on sent vite que certaines périodes de l'année, ça va être très limité. Et puis, elles sifflent beaucoup, pas toujours très agréable. Et LinkedIn est mon ami, quoi. Vraiment. Alors, pour la boutade, avec une photo de profil de face, mais avec une photo. C'est un truc tout bête, mais surtout mettez une photo, mettez un lien à votre site internet si vous en faites un, parce que par exemple, vous avez du code à montrer ou des projets à mettre en valeur. Ça peut être même un tout petit site statique par un truc, voilà, mais vraiment mettez ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire et n'hésitez pas. Alors, pas forcément à proposer tout le temps du contenu, à écrire des posts, il y a des défis pour ça, mais à commenter. Et typiquement, quand vous demandez quelqu'un dans votre réseau, on vous propose de mettre un petit mot. Bonjour, j'ai vu que vous faisiez ça, moi-même je fais ça, ou moi-même ceci, cela. On pourrait en parler, au plaisir d'en discuter, vous signez, et bam. Et typiquement, moi aujourd'hui, où j'ai quand même un réseau un peu plus étoffé eu égard à ma profession et à ce que je fais au quotidien, j'apprécie davantage les demandes de connexion. On me dit bonjour, je vous ai vu là et on a fait ça ensemble et ça serait chouette d'en discuter que quand il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas ce que ça vous coûte et ça marche bien. On est d'accord, Mathias? Non. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, par exemple. L'exemple est vrai. Voilà, au niveau, académique, donc le CNRS, les concours, c'est 1 fois par an, je crois. Donc, il suffit d'être sur le site du CNRS, de savoir à quelle date c'est, et voilà. Il y a un calendrier. Voilà. Pour les postes de maître de conf, c'est sur Galaxy, qui est... Ah non, mais... Voilà, c'est le site où sont publiés les postes. Pour le moment, c'est encore une grosse majorité qui sont à date fixe, pareil, avec les campagnes. Après, il peut y avoir des postes au fil de l'eau, donc qui apparaissent un peu n'importe quand. Donc ça, c'est bien on peut s'abonner au poste de sa section. Donc, on peut avoir une alerte dès qu'il y a un poste dans la section qui va vous intéresser. Voilà. Pour les postes d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études, que ce soit CNRS ou que ce soit universitaire, c'est pareil, c'est des campagnes nationales. Donc, il y a une date, pour les postes de titulaire, hein, il y a une date qui sort tous les ans et il faut être là à ce moment-là. Par contre, pour tous les postes qui maintenant sont les CDD, les postes sur projet, les postes sur ça, pour le niveau académique, il faut être dans les listes de diffusion. Donc, la liste parole, la liste du risque, donc sciences cognitives plutôt. Après, ça va dépendre. Il y a la Paris Linguiste. Enfin, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, faut être dans... Faut choisir les listes en fonction de là où vous allez avoir besoin d'être parce que, voilà, il y en a... sinon, on peut être très vite débordé. Et pour le côté réseautage au niveau académique, en fait, l'avantage, c'est que c'est quand même encore beaucoup les confs. Ne pas hésiter à proposer de venir faire des séminaires dans des labos qui pourraient vous intéresser. C'est-à-dire que ça, c'est des choses, voilà, si vous avez pu venir faire un séminaire, présenter un projet, une recherche, quelque chose, ça permet qu'on vous connaisse et que il y a un tilt qui se fasse sur ah oui, mais je l'avais vu, c'était intéressant, voilà. Donc voilà, ça va être ça. Il y aura pas de, pour le moment, on n'est pas encore trop sur les réseaux. C'est pas, même si ça peut jouer, c'est pas tellement ça. Et puis les choses qui commencent à sortir là, enfin à se généraliser, c'est vraiment d'avoir réussi à mettre en valeur le travail de votre thèse, donc par votre thèse, mais aussi par la mise en publication des données, des codes, de tout ce que vous avez fait d'autre que la recherche, enfin, tout ce qui ne sera pas dans le manuscrit. Et en fait, donc il y a tous les entrepôts de recherche, toutes les choses qui se mettent en place, et c'est de plus en plus important que ça se soit fait aussi. Et donc, en fait, que vous puissiez être repérable, parce que vos données vont intéresser quelqu'un qui va faire un projet un peu connexe et qui va pouvoir vous contacter pour ça, ou voilà, et donc d'être dans ces réseaux-là, ça joue aussi pour la visibilité. Ouais, je crois que c'est. Enfin, en fait, c'est une super bonne question, en fait. C'est-à-dire, c'est une super bonne question parce que faut. Et je suis d'accord, en fait, c'est pas facile d'oser, c'est pas facile d'aller voir les gens, on sait pas trop quoi leur dire, etc. Moi, j'ai juste envie de dire, en fait, on a tous été comme ça.
c'est-à-dire, on est tous passés par là. On est tous passés à un moment donné où il fallait rencontrer machin truc en conf. On a l'impression que tout le monde le connaît, mais qu'on est la seule personne à pas connaître. Enfin, je veux dire, tous ces moments-là un peu bizarres, on l'a tous vécu, en fait. Donc, en fait, normalement, si les gens en face sont pas trop cons, ils se rappellent que eux aussi, ça a été hyper dur. Et du coup, normalement, enfin, à part si les gens sont complètement sous l'eau, ce qui est souvent le cas, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas une mauvaise intention au départ, mais normalement, les gens peuvent prendre du temps, en fait. C'est pas vrai que les gens peuvent pas prendre 10 minutes, un quart d'heure pour boire un café, voilà. Et donc, que ce soit dans le labo où tu as la chance d'être dans un excellent labo, qui est le Gypsalab, voilà, mais ou dans n'importe quel labo, voilà. Je pense que vraiment, allez discuter, profiter de l'opportunité qui vous est donnée. Il y a un séminariste qui arrive. Et greffez-vous, allez manger avec lui, allez discuter avec lui, allez pitcher votre thèse en permanence. Et je fais ça, et je fais ça. Et voilà. C'est pas facile, mais je pense que c'est des trucs qui, après, j'imagine, dans le privé, sont. Ouais. Non, mais. C'est pas forcément ma thèse en 180 secondes, mais voilà, il y a quelques mots-clés, voyez avec qui ça fonctionne, soyez tech, mais pas trop, mais un peu. Enfin, le coup du langage clair qui voudrait qu'on n'utilise pas d'adverbe et qu'on ne mette pas de mots compliqués dans toute une phrase et des phrases à moins de 5 mots, la linguiste nous dit que c'est compliqué à tenir en français. Et c'est pas forcément efficace. Donc, mais voilà, 2-3 mots un peu tech, bien placés, qu'est-ce que vous faites, pourquoi ça vous plaît, et comme ça, vous l'avez un peu en tête. Essayer de parler des 10, hein, mais voilà, entraînez-vous, trouvez un truc qui vous plaît bien, une approche qui vous plaît bien, et on est là, et c'est là. Ouais, n'aie pas peur, quoi. Et une dernière chose peut-être, c'est que c'est tout bête, mais parfois on pense pas, c'est qu'il faut aller parler à vos encadrants parce que vos encadrants sont aussi censés à vous guider dans la vie après la thèse. Ils sont censés à vous donner au moins des pistes, des noms, des personnes. Bah, si moi je suis intéressée de continuer sur ces sujets-là, qui sont les experts du domaine que je pourrais contacter. Ça, c'est aussi les rôles du encadrant. Et je pense que c'est très, très rare de trouver d'encadrant qui ne sait pas content de vous aider à trouver votre place après la thèse. Juste un mot en plus aussi sur ce que tu disais sur le fait que être opportuniste, c'est assez mal vu. Et pourtant, c'est pas forcément négatif dans le sens où, bah oui, si on a des volontés, si on veut avoir une certaine carrière, si on veut faire un certain travail, il faut savoir comment dire, créer les opportunités, pardon, ou du moins les observer, être capable de les observer. Et du coup, bah, envoyer un message, par exemple, sur LinkedIn, parce que, je sais pas, il y a une entreprise qui t'intéresse, ou un laboratoire, ou ce que tu veux, que ce soit LinkedIn, que ce soit un mail, que ce soit le mode n'a pas vraiment d'importance, mais juste envoyer un message pour dire ça m'intéresse ce que vous faites. Déjà, ça fait super plaisir de recevoir ce message-là. Et en plus, de commencer à dire: «Voilà, moi, je peux me connecter à votre travail comme ça. Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous truc?» En fait, c'est naturel. Il faut enfin, je comprends comme tu disais, en fait, on est tous passés par là à un moment où, bah, c'est bizarre. On a l'impression aussi que les relations, c'est un peu faire des relations, comment on dit déjà? Enfin, qui sont pas vraies, quoi, mais, parce que, bah, c'est normal. Ces personnes-là ne sont pas nos amis, en fait, sont pas notre famille. C'est tout à fait normal de pas, forcément aller boire une bière avec la enfin, je veux pas faire l'apologie de l'alcool, boire une limonade, avec, cette personne-là. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter et au pire, la personne ne vous répond pas. Voilà, au pire des cas. Le réseau, c'est 2 choses. C'est le réseau, comme tu l'as dit, sur demander à vos encadrants, mais aussi à vos pairs. C'est-à-dire ne pas hésiter à en discuter avec le doctorant d'à côté et d'avoir les infos de l'encadrant du doctorant d'à côté. Voilà. Et puis les organisations de colloques, d'événements. C'est-à-dire que le réseau entre pairs, vous allez le faire par ça. Entre doctorants, voilà, parce que vous allez organiser des choses ensemble, parce que vous allez vivre des choses ensemble dans le labo, dans des choses comme ça. Et en fait, ça tient et ça se retrouve après, même si c'est pas des relations hyper suivies, c'est pas des gens que vous allez voir tous les jours, c'est pas voilà, mais c'est des gens que vous allez pouvoir recontacter ou que vous allez être content de retrouver. Moi, c'est l'exemple que je donnais, hein. Je suis ravie d'être venue il y a 2 jours voir Nicolas Audibert, que
On a regardé, hein, on ne s'était pas contacté par texto depuis 2013. Mais en fait, on était ensemble pendant nos thèses et en fait, voilà, même si c'est 15 ans après, on est heureux de se retrouver. On a parlé 10 minutes, quoi. C'est pas voilà, mais et en fait, je sais que si jamais un jour j'ai besoin ou quelque chose, je peux lui écrire, il peut m'écrire, voilà. Et même si on n'est plus tout à fait dans la même discipline, même si on fait plus tout à fait les mêmes choses au quotidien, le réseau de pairs, il sert aussi énormément. Donc celui-là, il est peut-être un peu plus simple à construire parce que vous êtes sur un pied d'égalité. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à créer celui-là. Du coup, on va s'arrêter ici. Et puis, surtout, je pense qu'on peut tous remercier le panel qui est venu aujourd'hui de plus ou moins loin. Donc, je vous invite à applaudir. Merci beaucoup.